Bonjour, mesdames et messieurs les journalistes. Merci à ceux qui sont arrivés à l'heure. J'ai voulu vous rencontrer changer un peu de formule et avoir un échange direct après un exposé succinct des actions du gouvernement en matière de commerce, d'artisanat et de promotion des PME et des perspectives que nous aurons pour les mois à venir. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve devant vous. Il me semble primordial de régulièrement présenter les actions et les résultats pour évaluer en toute connaissance de cause et en toute indépendance le travail que nous faisons. Comme vous le savez, j'ai toujours été un farouche partisan de la transparence, du langage de vérité, du débat public, et en tant que ministre, je continue d'avoir la même posture. Et je voudrais dire que depuis mon entrée en fonction en novembre 2012, j'ai donné des interviews, écrit des tribunes, accordé des entretiens à de nombreux journalistes, toujours dans un seul but, qui est de défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire, de promouvoir les progrès économiques et sociaux de notre pays, d'alerter les citoyens sur les situations que je considère comme néfastes et dangereuses pour les consommateurs ou les acteurs économiques et de présenter les actions menées par le ministère pour les PME, pour les artisans, en faveur de la libre concurrence et des actions contre la cherté de la vie. Il en sera pour nous toujours ainsi. Il s'agit de redonner confiance aux acteurs économiques, de créer des emplois, de restituer du pouvoir d'achat, d'attirer les investisseurs, d'augmenter les échanges commerciaux, d'améliorer notre compétitivité, de construire des infrastructures, de redynamiser le secteur privé, de reconstituer notre tissu de PME, de relever le défi énergétique. Telle est la feuille de route économique du gouvernement conduit par le Premier ministre, M. Daniel Kadon-Duncan, sous l'autorité du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Cette feuille de route a déjà produit des résultats. C'est dans cette dynamique que je me suis inscrit avec mes équipes. En matière de croissance et d'investissement, notre taux de croissance a été, entre 2004 et 2008, de moins de 2%. Nous avons atteint 9,8% de croissance en 2012, 9,1% en 2013, et les prévisions pour 2014 et 2015 s'inscrivent sur les mêmes tendances de croissance soutenue, bien au-dessus de la moyenne de l'Afrique subsaharienne, qui s'établit à 5%. Alors, on entend beaucoup que la croissance ne se mange pas, mais on n'a jamais vu un pays créer des emplois, construire des écoles, des routes, des hôpitaux sans croissance. Ce n'est qu'avec la croissance que l'on va réduire le taux de pauvreté. Et sans croissance, on ne peut rien faire et on doit saluer le retour de la croissance en Côte d'Ivoire. Cette croissance est essentiellement due aux investissements publics au départ, mais les investissements privés sont également en forte hausse. Ils ne représentaient que 8% de la richesse nationale en 2011. Ils sont actuellement à 20%. Sans investissement pour renforcer notre appareil de production et financer de nouvelles infrastructures, il serait illusoire de croire que l'on peut créer de la richesse. Donc, retour des investisseurs, chantier visible, et je pense qu'en observant Abidjan et certaines infrastructures en construction dans le pays, on peut se rendre compte que la Côte d'Ivoire change de visage assez rapidement. Nous avons
questions de commerce extérieur, de commerce intérieur, questions concernant les PME, questions concernant l'artisanat, pour parler de l'éventail de notre portefeuille au niveau du ministère. Alors, en matière de commerce extérieur, les échanges internationaux de la Côte d'Ivoire sont également en nette augmentation. Ils sont excédentaires avec des exportations de biens de plus de 6 000 milliards 780 milliards de francs CFA, et qui sont en augmentation de 40% depuis 2009. La progression s'est fortement accélérée depuis 2012. Il faut dire que la Côte d'Ivoire est le seul pays africain non pétrolier à présenter une balance commerciale positive, grâce notamment à la force de son agro-industrie et à une industrie locale, même moyenne, tournée sur la sous-région. Par ailleurs, la signature en juillet dernier par CEDEAO du partenariat économique avec l'Union européenne nous assure un meilleur accès à nos produits sur le marché européen. L'Europe reste de loin notre premier partenaire commercial, avec notamment les Pays-Bas, l'Allemagne, la France, la Belgique, l'Angleterre, pour ne citer que cela. Les pays sont en augmentation comme la Turquie. Il faut dire que sans commerce extérieur, à savoir les importations et les exportations, il est impossible d'augmenter le volume d'une économie nationale, de créer des emplois durables. Le commerce est réparti, est bien réparti en Côte d'Ivoire. L'engorgement du port d'Abidjan s'explique en partie par cette augmentation de volume. Alors, s'agissant des politiques publiques, elles donnent aussi des résultats. Il faut dire qu'avec une décennie de crise, une décennie, on peut même dire depuis longtemps que ça, le nouveau dynamisme est possible grâce à des politiques publiques qui ont redonné confiance aux acteurs économiques. Et la Côte d'Ivoire, j'aime le rappeler, qui vise à nouveau l'émergence à l'horizon 2020. Il est bon de dire que dans les années 70 et 80, la Côte d'Ivoire a déjà été un pays émergent. À l'époque, on n'employait pas le terme émergent, mais au début des années 80, des pays comme la Corée, la Malaisie ou les pays d'Afrique du Nord étaient bien en deçà économiquement de la Côte d'Ivoire. Elle a su l'être une fois, elle saura l'être à nouveau, et bien sûr, cela va dépendre des politiques, de la stabilité et des performances économiques que nous avons implémentées. Donc le plan Émergence 2020 du président est non seulement réaliste, mais il est effectif et atteignable. Aujourd'hui, les fondamentaux économiques donnent de nouvelles marges de manœuvre à l'État et nous permettent d'améliorer progressivement les conditions de vie des Ivoiriens. Les recettes de l'État ont presque doublé depuis 2011, ce qui permet d'augmenter les dépenses publiques et sociales, avec la hausse du SMIC, le traitement des fonctionnaires, ou bien encore l'augmentation du prix d'achat du cacao aux planteurs. La construction de 60 000 logements, la réhabilitation de routes, la construction d'écoles. Notre pays renforce ses capacités de production électrique avec différentes sources d'énergie, fossiles et vertes. Abidjan renaît et redevient progressivement Abidjan. C'est la première capitale est-africaine qui faisait notre fierté il n'y a pas si longtemps encore. Nous avons assisté avec satisfaction au retour de la Banque africaine de développement et ces résultats sont des acquis précieux
Cependant, il faut dire qu'il reste beaucoup à faire. Et admettre que cette reprise économique ne se traduit pas suffisamment en progrès social. La pauvreté frappe encore beaucoup trop d'Ivoiriens confrontés à la vie chère et il faut dire qu'il ne faut pas se tromper de combat ni de méthode. Les chiffres de l'inflation faibles démontrent que ce n'est pas tant la hausse des prix qui pose toujours problème, mais bel et bien le pouvoir d'achat des consommateurs, des Ivoiriens, qui fait défaut. Nous lutterons efficacement contre la pauvreté et nous créerons des emplois stables en redonnant avant tout du souffle à nos entreprises et en améliorant notre compétitivité. Je répète, la première préoccupation des Ivoiriens, c'est l'emploi. En faisant baisser les prix, un Ivoirien sans emploi trouvera toujours le prix trop élevé. Et on pourra améliorer les conditions en matière de coût de la vie quand nous allons améliorer également notre compétitivité. La Côte d'Ivoire a toujours été un pays d'entrepreneurs, mais le reste, il faut créer de la richesse pour ensuite mieux la redistribuer. Produire plus, créer des emplois, offrir du travail à notre jeunesse, être compétitif pour générer du pouvoir d'achat. En matière de compétitivité, le dernier classement du World Economic Forum vient de sortir. Après 2013, nous étions classés 126e. Nous sommes classés pour 2015 115e. Donc nous avons gagné 11 places. 2013-2015 sont les 2 premières années où nous avons inversé la donne. Depuis 5 ou 6 ans, la Côte d'Ivoire ne faisait que perdre des places en matière de compétitivité chaque année. Et à l'époque, je tenais à ce que la Côte d'Ivoire soit classée en matière de compétitivité. On était à la Chambre de commerce et d'industrie, nous n'étions pas classés du tout, parce que sans classement, on ne peut pas avoir de repères pour pouvoir s'améliorer. Donc, mais il faut nuancer cela. 115, ce n'est pas un bon classement. On doit aller en deçà des 100, en deçà des 75. Toute action du ministère consiste à faciliter la vie des chefs d'entreprise, des commerçants et des artisans. Toutes les entraves au commerce, à l'environnement des affaires, sont combattues et doivent continuer d'être combattues par nous. Nous sommes attaqués à nouveau au barrage routier qui pénalisait les commerçants et qui surenchit. Et c'est le prix du panier ménagère pour les produits vivriers notamment. Nous avons fortement diminué. Dans certaines zones, nous avons été éradiqués. Les personnes peu scrupuleuses qui acquittaient leurs concitoyens ont été révoquées et des mesures pour contrôler les prix et empêcher leur envolée ont été prises. La lutte contre les fraudes commerciales a été intensifiée en même temps que nos équipes ont été sensibilisées au respect des règles et à la bonne gouvernance. Alors, j'ai également porté la loi d'orientation nationale pour la promotion des PME, qui a été adoptée à l'Assemblée nationale, également un autre texte pour les artisans, le Code de l'artisanat, adopté également par l'Assemblée nationale, et les objectifs sont ambitieux mais accessibles. Faciliter l'accès des entreprises locales au marché public et privé. Le retour dans le secteur formel des petits commerçants, artisans et entrepreneurs. Le nationalisme économique n'est pas un délit. La loi en faveur des PME n'instaure pas une discrimination à l'égard des entreprises étrangères. Simplement, chacun doit comprendre notre situation. C'est pour cela que dans les textes qui ont été présentés
il est prévu, en matière de protection, de réserver des parts de marché aux PME locales. Notre pays a été meurtri, il doit être redressé. Nos entreprises ont été affaiblies, elles doivent être renforcées, relancées. Les populations ont énormément souffert. Certaines souffrent encore beaucoup et elles doivent renouer avec l'espoir. Le libre-échange et la mondialisation ne doivent pas laisser libre cours au mépris de nos intérêts, de nos lois et au non-respect d'une concurrence libre et non faussée. Enfin, en matière des PME, je crois beaucoup au projet Phoenix en faveur des PME, qui a été initié par mon ministère en 2013 et porté depuis. Il est doté d'un budget de 86 milliards de francs CFA. Ce projet a été présenté au gouvernement, avec à la clé la création de l'agence des PME qui est en route. À terme, un fonds pour les PME va également être créé pour leur faciliter l'accès au financement. Et ce projet est déterminant pour l'avenir de notre pays, puisque les PME représentent aujourd'hui 98% du tissu économique formel, 20% de la richesse nationale, 12% de l'investissement et 23% de la population active. C'est faible. Les PME, et c'est notre objectif, nous souhaitons un doublement du nombre de PME, une importance plus importante de la population active, une participation au PIB beaucoup plus importante. Le développement de notre économie passe par les PME. Leur nombre a été réduit de moitié pendant la crise. Phoenix, c'est donc 70 000 PME en plus et 600 000 emplois que l'on devrait pouvoir créer en 6 ans. Donc ça va être notre priorité pour les prochains mois. Cette année a été déclarée année de l'artisanat par le président de la République, et c'est une bonne chose. Les artisans représentent un secteur essentiel de l'activité économique, puisqu'ils contribuent à hauteur de 12% du produit intérieur brut et 25% de la population active totale. Donc 40% se trouvent en milieu urbain. C'est une population qui rencontre cependant d'énormes difficultés pour exercer son activité, notamment au niveau des zones qu'elle occupe et de la question de son reclassement. C'est une question qui ne concerne pas que la région, mais que l'on trouve sur l'ensemble du territoire national, et c'est également une de nos priorités. Comme pour les départements du commerce et de la promotion des PME, pour renforcer la compétitivité des entreprises artisanales, développer toutes les formes de leur activité et anticiper sur les mutations de ce secteur, nous avons proposé des textes, des mesures ambitieuses et des accompagnements spécifiques permettant de réguler et d'exercer dans les conditions sécurisées et mieux maîtriser les coûts dans le cadre d'une politique d'urbanisme commercial idoine. Avant de terminer, nous avons d'autres textes programmés en ce moment qui devraient passer à l'Assemblée nationale. C'est le Code de la consommation. Pour la première fois, nous allons avoir un Code de la consommation en Côte d'Ivoire qui donne plus de droits et de protection aux consommateurs. Donc, les commerçants, les industriels devront offrir plus de garanties aux consommateurs. Nous nous penchons sur la loi de 63 qui régule le commerce et tous les textes obsolètes seront enlevés, nettoyés pour revenir avec un texte beaucoup plus adapté, prenant en compte les nouvelles formes de commerce électronique et les nouveaux produits également.
ainsi que la loi également sur la métrologie sera mise à jour. Je l'ai dit, nous avons l'agence des PME qui sera créée, et au mois d'octobre, à la mi-octobre, nous avons la table ronde et les assises des PME pour le déploiement du projet Phoenix et commencer ce programme ambitieux pour les PME. Nous continuons le déménagement des artisans. J'emploie le mot déménagement, contrairement à ceux qui emploient le mot déguerpissement. Il s'agit de personnes qui se sont installées sur des sites il y a pas mal d'années. Les villes grandissant, les sites deviennent aujourd'hui intéressants pour pas mal de spéculateurs, mais la position du ministère et du gouvernement, c'est qu'il faut trouver un site d'accueil pour les artisans afin de programmer leur déménagement avant de dire qu'on les déguerpit. Sinon, vous vous retrouvez à déplacer des problèmes, ils partent de loin pour se retrouver à un autre, sans que le schéma directeur ou l'urbanisme commercial de la ville ne soit non respecté. L'amélioration constante du climat des affaires. Nous étions ce matin dans la rencontre avec le Premier ministre pour la prise en compte des mesures pour 2015 pour les réformes administratives qui devront être conduites pour l'amélioration de notre positionnement au niveau du domaine business. Donc, ça a été adopté ce matin et nous devons surveiller constamment l'amélioration de ce climat des affaires. Donc voilà, vous pouvez croire en notre volonté et à celle de nos équipes que cette rentrée soit studieuse et que nous soyons à la tâche pour constamment améliorer les conditions de travail des commerçants, la satisfaction des consommateurs, la promotion des PME et des artisans et avoir une économie plus forte et plus fiable. Je vous remercie et je suis à votre entière disposition pour un échange que je voudrais franc et direct en répondant à chacune de vos questions, l'une après l'autre. Merci. Monsieur le ministre, c'est ça que je fais pour l'LTR et l'Infrabocom. J'ai dans le même sens que mon confrère. Pour vous demander quel est votre avis, sinon votre opinion, par rapport au résultat de l'audit sur l'attribution des marchés publics. Et aujourd'hui, pour cette rentrée, quel message vous adressez à la population qui espère vivement la baisse du coût d'achat? Merci. Merci. Bon, je pense que l'autorité des marchés publics a fait un audit de transparence et a pointé du doigt un trop grand nombre de marchés de c'est une bonne chose. Ça montre plutôt. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire s'inscrit aujourd'hui dans le processus Open Government, on dit au gouvernement ouvert, donc rien ne doit être caché. Si entre 2011 et 2013, on pouvait comprendre un certain nombre de gré pour aller vite, pour relancer l'économie, reconstruire rapidement, aujourd'hui, ces gré sont fortement sanctionnés au niveau du gouvernement. Donc, la première partie de nombreux gré ont eu lieu, ils ont été pointés du doigt et dénoncés. Donc, je pense que c'est une bonne chose de rappeler à l'ordre ceux qui sont à l'origine de ces un commentaire là-dessus. Il y a toujours plusieurs fautifs. Ceux qui veulent aller trop vite et ceux qui viennent militamment vous proposer des gré. Pour l'entendeur, salut. Alors, en matière de baisse de coût de la vie, nous avons annoncé une prise de mesures qui seront effectives dans quelques mois.
l'étude, en ce moment, de nombreuses mesures en matière fiscale, en matière de transport, tout ça, qui devraient pouvoir se répercuter en baisse considérable de coût de la vie si on respecte ces mesures. Il y a des mesures qui pourront avoir des effets immédiats, mais la plupart des mesures auront des effets à long terme. Pour ceux qui me lisent depuis des années, j'ai commencé à surveiller la cherté de la vie en Côte d'Ivoire depuis 2004. Il y a un classement qui sort chaque année et qui classe les villes les plus chères du monde. Et depuis plus de 10 ans, Abidjan est parmi les villes les plus chères. On oscille assez fortement entre la 40e, la 25e, la 30e place, mais on reste parmi les plus chères. Les villes africaines, aujourd'hui, c'est une ville africaine qui est la ville la plus chère du monde. C'est Luanda. Vous avez Luanda, vous avez N'Djamena, vous avez Libreville, vous avez Abidjan, vous avez Dakar, vous avez Bamako, vous avez Kinshasa, qui sont classés parmi les villes les plus chères du monde. Aux côtés des grandes capitales de pays développés, New York, Londres, Paris, Moscou, et j'en passe. Sauf que ce sont des pays qui ont un pouvoir d'achat nettement plus élevé. En tout cas, les consommateurs. Et vous avez d'autres villes, parce qu'on classe à peu près 250 000, qui sont également des villes de pays développés avec des pouvoirs d'achat bien plus élevés que le nôtre, et qui sont classés très en deçà de nous. Dans les villes africaines, Johannesburg, Tunis, les villes marocaines, Botswana, tout ça sont des villes, des pays qui ont des villes classées très bas. Donc nous sommes chers, et c'est dommage de se rendre compte que les populations les plus pauvres du monde font partie de celles qui payent les prix les plus chers au monde. Je parlais de mesures à moyen et long terme, ça touche la compétitivité de la Côte d'Ivoire. Je vous ai donné le classement de la Côte d'Ivoire en matière de compétitivité, nous ne sommes pas bien classés. Vous parlez, vous, des prix du panier de la ménagère, mais quand vous savez que la tonne de cacao est transformée plus de 2 fois plus cher en Côte d'Ivoire, alors que nous sommes le premier producteur mondial de cacao, que ça ne l'est dans n'importe quel pays développé. Je prends l'exemple Chicago, Paris, Singapour, Berlin, Londres. Bref. Nos fèves vont traverser le monde entier, transport compris, pour être transformés à 150 $ la tonne, quand ici on la transforme à 350 $ la tonne. Il y a un vrai problème de compétitivité. Donc, quand vous prenez cet aspect-là et que vous le regardez sur les produits locaux que nous consommons, vous comprenez que là aussi, nous avons un problème de compétitivité. Nous avons le transport le plus cher. Au niveau du port d'Abidjan, je ne sais pas si parmi vous il y en a qui étaient ce matin à la restitution du Doing Business, on a rappelé que nous avons le port le plus cher d'Afrique. Mais pas seulement quand on dit le plus cher d'Afrique, ça veut dire que nous sommes le plus cher du monde. Parce que nous sommes les moins compétitifs. Abidjan est plus cher que Dakar, avec un volume beaucoup plus important. Or, qui dit volume, dit baisse des prix. Donc nous avons un vrai problème. Il est plus cher aujourd'hui de transporter périmètre du port d'Abidjan, ville d'Abidjan. Donc une livraison d'un conteneur qui part du port, qui est livré au côtier à Yopougon ou à Koumassi, bien coûte plus cher de transporter dans ce périmètre-là que de le transporter de Yopougon à Kachula. Voilà. Nous avons un vrai problème de compétitivité et il faut simplement y travailler pour réduire ce gap de compétitivité que nous avons. Donc voilà ce que j'ai à dire là-dessus, mais nous avons bien conscience que le coût de la vie est excessif
les constructeurs du moyen s'en plaignent. Et nous avons des facteurs. On peut comprendre que dans une ville comme Abidjan, où le loyer soit cher, parce que quand on parle du coût de la vie, c'est un ensemble de choses aussi. Mais sur d'autres plans, c'est incompréhensible. C'est pour ça que j'ai mentionné ces questions de compétitivité et de coût de transport. Merci. Bonsoir, monsieur le ministre. Je suis Arsène Yapi du journal L'économie. J'ai une question qui, pour moi, s'apparente à un véritable paradoxe. Vous avez parlé en introduction de mesures en faveur du commerce et tout cela, mais il n'y a pas encore de président de la Chambre de commerce et d'industrie. Lors d'une émission de télé sur AD1, vous avez soutenu que l'élection à la présidence de la Chambre de commerce aura lieu avant le 7 août, date d'indépendance de la Côte d'Ivoire. La date est dépassée. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant cette élection et s'il y a une éventuelle date que vous prévoyez, est-ce que vous pouvez nous la donner de façon officielle? Merci. Merci. Il ne s'agit pas de l'élection du président de la Chambre de commerce. Il s'agit de l'élection de l'ensemble des membres de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc c'est un renouvellement complet des élus de la Chambre consulaire de commerce et d'industrie. Il y a eu le redécoupage administratif de la Côte d'Ivoire qui nécessite un redécoupage électoral au niveau de la Chambre. Jusque-là, nous étions sur 19 régions, aujourd'hui nous sommes sur 31 régions, donc il a fallu revoir les textes. Mon souhait était de voir les élections se tenir avant, de sorte que nous allions commencer l'année 2014, on fait deuxième partie 2014 et 2015 avec une nouvelle équipe, parce que j'estime que les institutions se renforcent quand elles se renouvellent et qu'elles ont du sang neuf. Bien avant de quitter la Chambre pour venir au ministère, j'avais annoncé mon départ moi-même de la Chambre de commerce et d'industrie. Il était clair pour moi qu'après 2 mandats au niveau de la Chambre, il n'était pas question d'en faire un troisième. Alors j'ai appris une chose en quittant le secteur privé pour accéder au gouvernement, c'est que le temps économique et le temps politique apparemment n'ont pas les mêmes unités. Les choses sont beaucoup plus lentes au niveau politique, au niveau du secteur privé. Tous les textes ont été pris et ce sont uniquement dans les procédures administratives. Il faut savoir une chose, c'est que ce n'est pas le ministère du Commerce ni la Chambre de commerce qui fixe la date. Le travail des textes a été fait par le commerce, par l'industrie. Aujourd'hui, c'est au niveau des finances, du budget, et c'est le ministère de l'Intérieur qui fixera la date, parce que les élections sont faites au niveau des préfectures. Donc quand ils seront prêts sur le plan administratif, il y aura une date qui s'imposera à tous. Mais notre travail, à nous, a été fait complètement. En ce qui concerne ma part, ça a été fait depuis bien avant que j'avais fait cette déclaration. Et comme je vous ai parlé du temps politique et du temps économique, pour vous dire, la loi sur les PME, le plan Phoenix et tout, je suis prêt depuis 2013. Monsieur le ministre, bonjour. Je dis c'est moi qui distribue la parole. Vous avez le micro. Monsieur le ministre, bonjour. Frédéric Gara pour RFI. Merci de nous accueillir pour cette conférence de presse. Tout d'abord, que vous avez placé sous le signe de l'absence de langue de bois, disiez-vous. Je vous avoue que je suis un peu sur ma faim, je pense que je dois ne pas être le seul dans cette pièce concernant le commentaire sur le rapport, en tout cas sur l'avis donné par UOMOA concernant l'attribution et les conditions d'attribution du TC2. Vous dites attendre plus que les conclusions déjà établies. Qu'est-ce que vous attendez plus exactement? Ça, c'est ma première question. La deuxième question concerne l'attribution des marchés gré à gré qui ont été donc audités au sein de l'Agence nationale de régulation des marchés publics. Marché gré à gré dénoncé, d'accord, c'est une très bonne chose de dénoncer les choses, mais est-ce que c'est
seront condamnés ces marchés? Est-ce que les auteurs de ces marchés agrégés, côté public comme côté opérateur, vont être sanctionnés pour des abus éventuellement dans le cadre des marchés de gré à gré? On sait bien que ce n'est pas toujours le meilleur moyen de faire une bonne gouvernance dans un pays comme le gré à gré. L'inflation, vous disiez que celle-ci avait faibli, mais vous n'avez pas donné de chiffre. Est-ce que vous pouvez donner un chiffre sur l'inflation qui baisse? Sur la préférence nationale en faveur des PME ivoiriennes, c'est sans doute une bonne chose pour reconstruire un pays, mais ça doit être en légère contradiction avec les règles de l'OMC. En tant qu'opérateur économique ou ex-opérateur économique, vous savez bien que c'est quelque chose sur lequel Genève et l'OMC sont très à cheval. Donc je voudrais savoir un peu comment vous comptez concilier une préférence nationale avec les règles de libre concurrence. Merci. Merci de tout. Alors, et ces deux. Je ne sais pas ce que vous voulez que je vous dise, le rapport vous l'avez peut-être. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que beaucoup ont été promptes à tirer sur moi, même parmi vous, certains ont même défendu les mots de Paul, et ils sont moins prompts à commenter quand lui et moi va dans le sens que je l'ai dit. Après, la loi est la loi. Il y a ceux qui la connaissent et ceux qui la connaissent pas. Mais en Europe, vous avez la Commission de la concurrence européenne. Aux États-Unis, vous avez la Commission de la concurrence avec les lois antitrust. Ici, nous avons emprunté le même type de texte. Donc, les mêmes comportements que nous voyons ailleurs doivent se traduire chez nous également. Je pense que c'est une règle élémentaire. Comme je dis, ce qui est sorti au niveau de l'UEMOA, et dont nous avons pris connaissance, ne nous a pas encore été transmis officiellement. Je pense que ça sortira officiellement. À ce moment-là, on en tirera des conclusions. Mais bon, c'est intéressant. Nous avons remis sur pied en Côte d'Ivoire la Commission de la concurrence également. L'UEMOA est en train de travailler sur une réforme qui va donner plus de force à la Commission de la concurrence nationale. La Commission de la concurrence nationale fait un travail remarquable aujourd'hui, que certains ne voient pas, mais nous facilitons l'installation de commerce nouveau, de concurrence dans le commerce de distribution. Nous donnons des avis sur des rachats d'entreprises et des concentrations, parce que certains daignent respecter la loi et faire un contrôle a priori. Ça se fait. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Donc mon commentaire à l'époque, c'est de dire je me suis pris trop tard, je suis arrivé un peu tard sur le sujet. Donc, que la commission de l'UEMOA est en train de travailler sur le dossier, on s'en remettra totalement aux conclusions de la commission de l'UEMOA. Je ne peux pas anticiper là-dessus. Voilà mon Alors, au niveau des préavis qui ont été dénoncés, je ne sais pas s'il y aura possibilité de reprendre ce que les marchés ont été consommés. Ce qui est important, c'est de recadrer les choses. Et qu'on ne reste pas non plus, comme vous le suggérez, dans l'impunité. Mais je pense que cet audit et les conclusions, et le fait d'avoir demandé cet audit de la part du président de la République, montre la direction dans laquelle il va partir en matière de gouvernance. Il est en train de mettre des structures sur pied, et c'est une fois ces structures complètement installées, vous avez la haute autorité de la gouvernance qui a été mise sur pied. Donc tout ça, ce sera appuyé sur des textes que l'on pourra prendre des sanctions. Donc il faut laisser cette autre autorité faire son travail, l'autorité des marchés publics, tout le monde, et ce sera tant mieux pour tous. Donc une entreprise privée, de façon gré à gré, elle-même entre son fournisseur, ça la regarde. Au niveau de l'État, il nous a été demandé, certes, d'accélérer les procédures, mais de respecter la concurrence et les réalités. Mais de respecter la concurrence et les délais. Mais je voudrais faire un commentaire aussi sur certains comportements. Trop souvent, on reçoit
des entreprises en compétition qui sont de fausses entreprises masquées. Donc vous avez un appel d'offres clair, mais au bout du compte, les prix ne vont pas baisser d'autant parce que vous avez un individu qui va se présenter pour compétir, il n'a pas d'entreprise et il sous-traite avec d'autres entreprises. Trop souvent, on voit ce genre de choses et ce sont des comportements qu'il va falloir combattre également dans le futur. Et tout ça, quand ça augmente les prix, ça augmente le coût de la vie. Alors l'inflation, au niveau de l'UEMOA, avec la BCAO, est toujours autour de 2%, voire en deçà de 2%. Donc de ce côté-là, on se rend compte que on n'est pas le Zimbabwe ou d'autres pays où vous avez le doublement des prix, ou le Ghana aujourd'hui, qui est un peu sérieux avec le CDI. Donc nous avons une inflation qui est maîtrisée. Ce n'est pas de là que vient le problème de coût de la vie, c'est ce que je voulais dire. Par contre, je tiens à parler de la compétitivité. C'est pour ça que je l'ai mentionné. Bon, je l'ai brossé comme ça rapidement, mais il y a d'autres sujets qu'on peut mettre sur la table. Quand on parle du franc CFA, on n'a pas pose aujourd'hui un sérieux problème de compétitivité à la Côte d'Ivoire et au pays de l'UEMOA. Il est indexé à l'euro, l'euro est fort, on emprunte le franc CFA à 15%, voire plus, quand les économies européennes empruntent à 3%, voire moins. Et on emprunte à une échéance souvent trop courte, quand les autres empruntent à des échéances plus longues. En matière de développement, on ne peut pas faire plus mal que ça. Tout projet de développement, c'est naturel, et quand vous empruntez cher à courte durée, vous êtes en train de financer un développement trop cher. Donc cette question doit être posée sur la table un jour avec les instances européennes pour qu'on voit ce fonctionnement au niveau du franc CFA. Je ne suis pas en train de remettre en question l'utilité du franc CFA, sa stabilité qui a beaucoup d'avantages, et cet inconvénient-là, il faut le mentionner, surtout quand vous êtes en compétition internationale avec des pays qui ont d'autres repères de monnaie. Alors, en termes de présidence nationale, on parle du président national à la PME locale. On n'a pas encore parlé de la nationalité de la PME. On est en conformité avec les lois de l'OMC. Pour moi, une entreprise de droit ivoirien qui est une entreprise de droit ivoirien. C'est ce que dit le texte. Par contre, la loi sur les PME que nous avons fait passer, je me suis fortement inspiré de la Small Business Act américaine qui réserve 28% des marchés aux PME dans une zone. C'est-à-dire que si un marché se passe sur le Boaké, on va faire en sorte que 30% de sous-traitance concerne des PME dans le périmètre de Boaké. Si on ne les trouve pas toutes là, on peut aller voir ailleurs, mais reste au niveau national. Sur des marchés importants, le 3e pont, le 4e pont, le 10e pont, il sera bon de voir que les sous-traitants locaux peuvent participer et pas rester là, regarder le trépasser. Donc on a besoin de générer une économie et du chiffre d'affaires au niveau national pour nous-mêmes. Voilà l'objet. Et je ferai remarquer que c'est un texte qui existe en Amérique, au Japon, en France, dans l'Union européenne, en Allemagne. Donc, on fait l'appliquer et rester avec ce qui se fait de mieux ailleurs pour qu'on puisse nous aussi attirer l'économie durable. Merci. Du journal Le Quotidien d'Intuition. Monsieur le ministre, la
vos propos liminaires, tout à l'heure, vous avez dit que l'une des préoccupations du gouvernement est de permettre à la Côte d'Ivoire de se doter d'avoir une capacité énergétique importante. Alors, dans ce cadre, justement, il y a un projet qui est initié, qui s'appelle le projet de Kala, qui est un projet initié par le groupe SIFCA et qui va se traduire par la construction d'une centrale énergétique qui va fonctionner sur la base de biomasse. Dans le cadre de ce projet, on parle de la participation active des planteurs du panier à huile qui vont vendre leur matière au promoteur de la centrale. Alors, comment est-ce que la rentabilité pourra-t-elle se faire pour les producteurs de panier à huile? Bien entendu, si vous avez eu vent de ce projet-là. La deuxième question concerne le recasement des artisans à Makoli. Je sais que vous avez mandaté une petite mission pour résoudre le problème de déguerpissement de certains artisans de la commune de Makoli. Il y a des pourparlers qui se font entre vos employés et puis on va dire la mairie de Makoli, pour un autre exactement. Et puis la troisième préoccupation, c'est le problème de logement. Monsieur le ministre, en Côte d'Ivoire, la question du logement devient une préoccupation, on va dire, existentielle pour les Ivoiriens. Se loger en Côte d'Ivoire est très difficile, surtout dans le domaine du logement, de la location du logement. Les prix sont fixés de façon anarchique. Elle enseigne que les Ivoiriens se demandent s'ils peuvent convenablement se loger. C'est vrai, le gouvernement a dit qu'il met sur pied le projet des logements sociaux pour réduire le gap entre la demande et l'offre. Mais pour l'instant, le problème de logement est un véritable casse-tête pour les Ivoiriens. Est-ce que le gouvernement ne pourrait pas réguler, on va dire, l'offre dans ce secteur-là, comme cela se fait, par exemple, s'est fait récemment, par exemple, à Dakar, où le gouvernement sénégalais a dû intervenir pour réguler, n'est-ce pas, la location des logements. Merci. Merci. Bon, pour les aspects techniques concernant Biocala, je ne veux pas voter en touche, mais il serait peut-être préférable que vous interrogiez l'initiateur du projet. C'est vrai que c'est mon petit frère. Il pourra vous en parler beaucoup mieux que moi. C'est un projet qu'il porte depuis plusieurs années, qui a séduit pas mal de personnes. En gros, il consiste à prendre tous les déchets agricoles que nous utilisons de Paris dans Côte d'Ivoire pour générer de l'énergie. C'est pas que le palmier, il y a aussi les verres, d'autres déchets agricoles, du monde des plantations, de l'alimentation, tout ça, pour créer une énergie verte. Donc, comment retomber sur le planteur, si vous êtes planteur, que vous êtes en train de replanter, faites un abattage, on va vous payer, en principe, l'arbre abattu. Donc pour vous, c'est un gain qui réduit votre coût de replantation et qui permet, dans le même temps, de produire de l'énergie. Donc c'est de tout bénéfice pour l'économie ivoirienne et pour le planteur. Donc voilà le principe de la biomasse. Il a juste fait un petit pied de nez pour rappeler d'où il était. Biocala, Tabacala, c'est la même chose. Cala, ça veut dire fabriquer. Fabriquer la biomasse. Reclassement des artisans. Alors, bon, c'était il y a 48 heures, on a eu une petite discussion énergique avec la mairie. Et la position, je dirais, mais on ne sait pas qu'au niveau de Makoli, c'est dans tous les quartiers d'Abidjan et dans de nombreuses villes. J'ai dit, vous avez des artisans qui sont installés dans
Et avec l'augmentation des coûts de terrain, là où ils sont installés, ça devient intéressant. On veut les déguerpir pour le développement immobilier. Ils payent leur droit pour rester là. Ils ne sont pas installés illégalement. Ils payent aux différentes communes des taxes pour pouvoir être installés. Donc je n'aime pas le terme déguerpissement. Il faut parler de déménagement. Je pense soit que pour l'embellissement des villes, des communes, pour l'aménagement de l'urbanisme commercial, zone résidentielle, zone industrielle, zone administrative, on est à redessiner une commune, mais avant d'imposer un déménagement, il faut un point de chute. Donc voilà la position du ministère et nous restons attachés à ça. C'est facile parce que au moment où on va sur les lieux nous-mêmes, certains vont embaucher des forces de l'ordre pour les déguerpir et chaque fois on vient pour rattraper. Il y a un autre problème, c'est qu'on a fixé le prix des droits coutumiers officiellement et ils sont également sujets à spéculation. Un privé qui arrive et qui dit « moi je vous propose 3 fois plus », vous avez un propriétaire coutumier qui va au privé alors qu'il a déjà promis à l'État la vente au prix de 2500 fixé par l'État. Donc ça pose une série de problèmes. Et ils le vendent 2, voire 3 fois à des propriétaires différents. Donc tout ça, ce sont des éléments qui posent de sérieux désagréments et qui ne sont pas faciles à gérer. Et ça m'amène à parler du logement. Le schéma directeur des villes doit être revu. On ne peut pas continuer à s'étendre non plus. Sinon, bientôt, Abidjan va s'étaler sur 100 000 km de long et 80 km de large. Ce n'est pas viable. À un moment donné, on délimite l'espace d'une ville et la ville grandit en hauteur et au-delà de ce périmètre, on rentre dans une autre ville, une autre commune. Et il faut qu'il en soit de même au niveau d'Abidjan. Donc c'est un vrai sujet qui les prix, ils ne sont pas fixés de manière anarchique, ils sont libres. Le commerce en Côte d'Ivoire est libre. On a choisi depuis 1960 le libéralisme. Donc, et ça me permet de répondre à certains qui demandent pourquoi on ne fixe pas le prix des denrées et de certains produits d'autorité. On ne peut pas le faire. Vous êtes un commerçant ou un industriel, vous pouvez fixer le prix que vous voulez. Dès lors que l'acheteur et le vendeur sont d'accord sur la chose et le prix de la vente est dit parfait. C'est comme ça aujourd'hui dans tous les pays du monde, pratiquement même à Cuba et en Chine, qui étaient les derniers bastions du communisme. Il y a eu un plan en 1990 qui a essayé d'imposer des prix. Ça s'est traduit par un échec retentissant. C'était le plan Combré, où les prix avaient été fixés d'autorité et ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, par contre, réguler est possible. À savoir, quand vous avez un contrat de bail, que le contrat de bail ne puisse pas être revu les 3 premières années, les 6 années sur le contrat que vous signez. Ou alors dans le contrat, les clauses d'augmentation sont prévues et sont limitées. Ou encore le nombre de mois de caution que vous pouvez demander. Et encore, et là je parle du code de la consommation, en matière de caution, la caution doit être rémunérée. C'est-à-dire que si vous déposez une caution et qu'on vous la rend dans quelques années, elle doit être augmentée des intérêts qu'elle a produits et non pas fixe comme ça. Voilà. Donc ça, ce sont des choses que l'on introduit dans la loi et qui vont dans le sens d'une plus de transparence et d'une modernité dans les transactions. Oui, je souhaite la cause de moderne. Ce sont des choses élémentaires. Donc si vous avez déposé 2-3 mois de caution, voire plus, dans quelques années,
J'espère que votre logeur va mettre cet argent sur un DAT et au taux local, vous serez rémunéré comme le sera. Moi j'ai habité les États-Unis et c'était comme ça. Bien sûr, au moment de sortir, le propriétaire et vous-même vous allez faire l'état des lieux, regardez le coût des travaux éventuellement à faire parce que vous avez dégradé ou pas dégradé la maison. Et si la maison est nickel, vous aurez le chèque augmenté, le chèque diminué, même toujours avec les propositions. Donc je conviens avec vous que c'est une véritable casse-tête, mais pour vous rassurer, certaines de vos suggestions sont à l'étude du gouvernement. Non pas pour fixer d'autorité les prix, mais pour limiter les comportements et les dérives que nous assistons. On peut se réjouir, je dis d'entrée, du retour d'institutions comme la BAD ou les investisseurs, mais ça met une pression également sur les loyers. Ça aussi, il faut le dire. Donc les loyers ont tendance à augmenter aujourd'hui dans le ménage. Merci. Vous avez déjà posé des questions. Les deux qui n'ont pas posé, après. Merci. Je suis Demba Diallo du mensuel Madalana. Monsieur le ministre, quel est votre commentaire sur les pressions fiscales qui sont dénoncées par les investisseurs et par le président du patronat ivoirien qui, selon lui, cette pression fiscale n'encourage pas la création d'entreprises, donc ne favorise pas l'emploi, comme le chômage. Merci. Merci. Bon, le gouvernement fait partie de ce qu'on appelle le pool économique. Et dans le pool économique, on a mis deux commissions, la commission compétitivité et la commission de réforme fiscale. D'entrée de jeu, je vous dis, je fais partie de ceux qui ont dit que la pression fiscale était excessive en Côte d'Ivoire. À l'époque, ça m'a valu beaucoup d'inimitié, j'ai même parlé d'harcèlement fiscal. On avait une fiscalité qui était réfractaire au développement. Je vous reprends les termes, je l'emploie. Aujourd'hui, dans les travaux de réforme que nous faisons, on constate une chose. La pression fiscale, au niveau global en Côte d'Ivoire, est de 17%. On était un peu. Et les normes internationales disent qu'on peut aller jusqu'à 30%. Bon, quand on dit ça, on dirait que j'ai sauté au plafond. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Sur l'ensemble des Ivoiriens, il y a effectivement de 17%. C'est-à-dire qu'on prend la pression fiscale et on la traduit sur les 23 millions d'habitants que nous avons. Et les entreprises existantes, c'est 17%. Rapporté aux contribuables réels, ceux qui paient l'impôt, cette pression fiscale est en moyenne de 46%. Voilà. Donc, il faut descendre de 16% au moins sur le contribuable qui paie réellement l'impôt. D'où la position du patronat, qui est une position normale. Encore une fois, il ne faut pas regarder que la Côte d'Ivoire et la sous-région. Nous sommes en compétition mondiale dans les pays que nous sommes. Un investisseur, c'est quelqu'un de très pragmatique qui va regarder ce qui se passe ailleurs, il va élever la condition des races extérieures. Et même un Ivoirien qui est entrepreneur, il y a des Ivoiriens qui ont préféré installer des unités au Ghana, au Côte d'Ivoire, parce qu'ils sont les meilleurs gains. Donc il y a un vrai sujet. Donc la réforme fiscale va être importante et contribuer à plus de compétitivité. Là, c'est un point de vue qui ne pourra pas être juste. Maintenant que nous avons des structures pour améliorer, on devrait aller vers cette amélioration, même au niveau de doing business, nous l'avons constaté.
Je suis arrivé encore pour Nord sur quotidien. Deux préoccupations, monsieur le ministre. La première concerne les commerçants de la FENAXI. Ces commerçants-là, surtout ceux qui importent à partir des frontières terrestres, disent que leurs marchandises restent bloquées aux différentes frontières, notamment à Mongolo, Takikoro et autres, parce qu'on leur pose une nouvelle procédure de dédouanement. Ces commerçants vous reprochent à leur autorité de tutelle de ne pas les soutenir dans ces difficultés-là. Que répondez-vous à cela, monsieur le ministre? Deuxième préoccupation, c'est le patronat. Le patronat expose, le patronat dénonce le fait que dans la sous-région, ils sont confrontés, les entreprises ivoiriennes restent confrontées à des barrières, ce qui les empêche de gagner des marchés dans les pays de la sous-région. Je reproche au gouvernement de ne pas les soutenir, à l'image du Maroc par exemple, qui soutient ces entreprises. Qu'est-ce que vous faites en tant que ministre du Commerce dans ce sens? Merci, monsieur le ministre. Merci. Bon, le problème de la FENAXI, j'ai reçu un rapport ce matin. Il faut savoir que nous avons mis en place de nouvelles procédures d'importation, mais qui ont été publiées depuis fort longtemps. Il se trouve que un certain nombre de camions sont arrivés sans les documents préalables, ils veulent passer la frontière comme ça. Donc nous sommes en train simplement de les mettre en ordre, c'est tout. Je pense que la loi s'impose à tous. Il n'y a pas de raison que sur deux postes frontières, ce soit bien connu et ailleurs, c'est respecté. Donc c'est le seul problème. Donc c'est un voie de résolution aujourd'hui. Mais je ne peux pas m'inscrire, moi, dans l'illégalité. Je ne peux pas apporter un soutien pour dire, le seul soutien que j'apporte, c'est de dire, voilà le texte, voilà comment on peut donner l'assistance pour remplir les documents, la véracité de vos déclarations, payer les droits et taxes et entrer librement. Voilà, c'est tout. Ça peut poser problème pour certains qui préfèrent frauder par les frontières terrestres plutôt que d'importer des produits hors CEDEAO via le port d'Abidjan ou l'aéroport. Et pourquoi vous allez importer un produit fabriqué sur un autre continent par le plus heureux des hasards en frontières terrestres. Donc souvent, il y a aussi beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, en termes de soutien, beaucoup de pays ont des comportements protectionnistes pour obtenir des marchés dans certains pays. Si vous n'avez pas un partenaire local, vous allez rien obtenir. C'est ce que veut dire le patronat. En quelque sorte, la loi d'orientation sur les PME prend en compte ces préoccupations au niveau national. Mais pour aller plus loin, parce que le Maroc est un exemple intéressant, et même les pays européens ou américains, ils sont extrêmement nationalistes. On voit souvent des combats entre Boeing et Airbus pour ne citer que cela, où il est difficile pour un pays de pénétrer un marché quand il vient d'une autre périmètre. Alors subtilement, le gouvernement doit apporter un certain appui, et cela ne s'est jamais fait en Côte d'Ivoire. Pour ma part, c'est un sentiment personnel. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne pense pas que le nationalisme économique soit un crime. À un moment donné, il faut favoriser les entreprises locales, il faut créer, sans être péjoratif, une bourgeoisie locale. Il faut que des Ivoiriens aient plus de moyens, plus d'entreprises, et qui investissent dans leur propre pays. Pour ça, il faut qu'ils aient accès au marché, et il faut qu'on les soutienne d'une manière ou d'une autre. Je les protège. Cela se fait partout. Sans être polémique, vous avez des entreprises ici, quand elles achètent certains produits, elles achètent
que des profils de leur pays. Voilà. Ça, c'est un autre type de combat. Je pense que le patronat s'exprime maintenant à juste titre. Bonsoir Monsieur le Ministre, Olivier Monnier de l'agence Bloomberg. J'ai deux questions. La première concerne les PME. On sait qu'un des gros problèmes des PME, c'est l'accès au financement, notamment des banques. Et les banques sont beaucoup trop frileuses, c'est ce qu'elles disent en tout cas pour leur prêter de l'argent. Qu'est-ce que concrètement vous pouvez faire pour changer cette situation? Enfin, déjà, est-ce que c'est en train de changer? Est-ce que vous avez le sentiment que les banques sont moins frileuses qu'elles l'étaient? Et qu'est-ce que concrètement, à travers le plan Phoenix, vous pouvez faire pour débloquer un peu ces situations? Et ma deuxième question concernait, oui, ce que vous disiez à propos du franc CFA et des problèmes de compétitivité. Je trouve ça assez intéressant. Mais est-ce que vous pouvez peut-être donner plus de détails, parce que je n'ai pas bien saisi tous les contours de ce que vous disiez, et notamment parce que j'ai aussi l'impression, en parlant avec des entreprises internationales, que en fait finalement le franc CFA c'est aussi une force pour la sous-région, notamment grâce à sa stabilité. Je parlais récemment avec le représentant de la Standard Bank, la banque sud-africaine, qui veut installer ici une banque pour l'année prochaine. Et il disait notamment que c'est grâce aussi au franc CFA qu'ils ont confiance pour venir s'installer ici. Quand il compare le franc CFA, notamment avec le Ghana City qui est en train de dégringoler. Donc voilà, si vous pouvez peut-être donner quelques détails sur ça. Merci. Okay, merci. Bon, le premier souci des PME, c'est l'accès au financement. Les PME se plaignent du manque de soutien du système bancaire national. Les droits de but, elles ont raison. Vu le nombre de PME, vu les concours qui sont demandés aux banques et ceux qu'elles reçoivent finalement très peu. Donc le premier axe du plan Phoenix, c'est l'accès au financement. Nous avons 4 axes. L'accès au financement, l'amélioration du management des PME, le développement de l'esprit d'entreprise et l'amélioration constante du climat des affaires. Nous avons décliné après 50 mesures qui seront mises en œuvre, parce que ça va prendre du temps. C'est vraiment un programme lourd qui a été fait et avec la Banque mondiale et avec des consultants en comparaison avec ce qui s'est fait en Tunisie, au Maroc, en l'île Maurice, aux États-Unis, en France. On a quand même fait un travail assez fouillé. Pour revenir à la loi sur les PME, quand vous donnez une part de marché à une PME locale, en vous imposant de la payer dans les 90 jours avec le minimum d'avance de données, elle peut opposer ce marché à une banque qui préfinance. Donc voilà des mesures prises pour favoriser l'accès au financement, parmi d'autres. Toutes les autres formes de financement et de soutien des PME ont été prises en compte dans cette loi. Les nouveaux modes alternatives de financement également ont été pris en compte dans la loi pour favoriser ce financement. Beaucoup de PME n'ont pas les moyens de leur politique. Peu de formalisme dans leur gestion, et tout ça il faut corriger. Donc il y a une partie qui prendra plus de temps pour un certain nombre d'entre elles. Mais les mesures sont là, et tout doit concourir justement à favoriser l'accès au financement, au renforcement et à la compétitivité des PME, faire en sorte qu'elles puissent compétir au niveau international également. Au niveau du franc CFA, souvenez-vous, j'ai terminé en disant je ne remets pas en cause l'utilité et la force du franc CFA. C'est pas mon propos. Nous avons une monnaie unique, nous l'avons eu avant l'Union européenne, c'est un avantage. Nous
nous avons une union douanière, nous avons une zone de libre-échange. C'est le système d'intégration économique le plus accompli sur le continent africain aujourd'hui. Mais il est perfectible. Et si on peut l'améliorer, il faut l'améliorer. J'ai dit le franc CFA maîtrise l'inflation et nous avons des avantages. La force du franc CFA, quand vous pouvez payer votre facture énergétique, c'est bien. Mais, encore une fois, si vous êtes un entrepreneur et que vous devez emprunter à 15%, il y a un problème. Le franc CFA indexé à l'euro est fort et au final, nous avons un euro tropical qui s'appelle le franc CFA et qui est plus cher que toutes les monnaies que l'on peut acquérir ailleurs. Donc ça, c'est une réalité. Il ne faut pas fuir le débat, il faut proposer une flexibilité. Je ne suis pas monétariste expert pour vous dire, mais je pense qu'un panier de monnaies où on peut évoluer en repère au dollar, au ringgit ou d'autres monnaies que l'on choisirait par rapport à notre réalité économique, qui pourrait apporter une meilleure attractivité aux Français. D'autant que, pour regarder de nombreux contrats, pour ne pas dire tous, ici, l'entrepreneur prend le soin de vous dire la clause au bas du contrat, 1 euro égale 655,tant de francs CFA. C'est-à-dire que s'il y a une évaluation, votre contrat est réévalué aussi. Donc, vous comprenez que vous pouvez vous retrouver avec une forte augmentation du jour au lendemain qui serait contraire à l'esprit d'une évaluation. Donc, nous sommes en train de protéger. Forcément, une banque qui vient d'ailleurs qui nous dit ça est protégée comme ça. Mais localement, le consommateur ivoirien ou ouest-africain, c'est lui qui en paie le prix. Voilà pourquoi. Et de toutes les façons, je pense que le sujet est en train de revenir plus fort. Et à un moment donné, il va falloir trouver une solution. Et au niveau du système bancaire, par rapport aux entreprises, on a des banques trop petites. L'envergure des banques par rapport aux besoins économiques de nos entreprises, on a des banques trop petites. Et des entreprises qui sont obligées de souscrire des prêts en Côte d'Ivoire et d'aller dans le reste de la sous-région, voire ailleurs dans le monde, pour avoir des prêts. Tout ça, ça grève la compétitivité de l'entreprise. Voilà ce que je peux dire sur. En dernier, la dame. Bonjour, Valérie Bonic ici. On parle beaucoup d'évolution en ce moment, comme tout le monde le sait. Est-ce qu'il y a des incidences sur l'économie ivoirienne? Le président Ouattara a dit que la semaine prochaine, vraisemblablement, les frontières aériennes allaient être réouvertes avec ces deux pays, la Guinée et le Libéria. Est-ce que c'est une nécessité économique également? Merci. Bon. Et voilà, on ne peut pas l'ignorer. Les mesures qui ont été prises au départ étaient des mesures de protection pour pouvoir contenir et avoir plus de visibilité sur l'épidémie et prendre des mesures pour nous qui pouvaient contenir l'évolution au niveau national. Donc ces mesures ont été prises aujourd'hui. On ne peut pas vraiment faire plus que ça, mais isoler les pays n'est pas non plus une solution. Nous allons ouvrir progressivement avec des mesures de contrôle que l'on voit déjà à l'aéroport et partout, et la sensibilisation qui est faite partout. Une incidence économique, oui, il y a une incidence économique. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui annulent leur voyage dans cette zone, tout simplement parce qu'elles ont peur d'Ebola. Et les échanges avec le Libéria, avec la fermeture de la frontière, mais la Guinée, parce que les échanges transfrontaliers à ce niveau-là, qui ont été fortement réduits, supprimés. Ça a posé des problèmes dans ces pays qui s'approvisionnent au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est en train de se résoudre progressivement avec l'ouverture de couloirs. Comme je dis, bientôt on va ouvrir
Il y a des pays qui avaient décidé de supprimer l'esclave dans les pays affectés, et d'autres qui n'ont pas supprimé. Donc, on voit bien que ce qui est important, c'est de montrer qu'on puisse faire face à une épidémie comme celle-là. Faire face à Ebola, c'est démontrer qu'on peut faire face à n'importe quelle autre pandémie, comme le SARS en Asie, l'Ebola ou autre. Sa capacité de réaction. La question était la même que celle de Valérie. Est-ce que vous avez plus de précisions sur les secteurs qui seraient affectés par le problème d'Ebola ou du commerce? Est-ce que vous avez des chiffres? Ou est-ce que vous avez dans le secteur, par exemple, du vivrier, du textile, du ciment, etc. On n'a pas de chiffres ici, mais au niveau de ces pays-là, c'est des échanges de matériaux de construction, même de riz et d'autres denrées de la sorte, qui sont plus accessibles au niveau frontalier qu'au niveau portuaire pour les questions d'acheminement en route. Donc le réseau routier à l'ouest étant suffisamment développé, si vous êtes à Dadané, c'est plus facile de faire du commerce avec la frontière plutôt que d'aller jusqu'au port de Harper ou d'Azur. Vous n'avez pas encore de retour d'opérateurs, de champs de commerce, ou de pression qui disent qu'il faut absolument pas envoyer pas de chiffres précis, juste des plaintes des grolles pour dire que le commerce est chuté. Dominique Zoré, du cabinet Challenge Group. Vous avez dit tout à l'heure que le président de la République a déclaré ce dernier l'année de l'artisanat. Alors nous voudrons savoir quels sont les grands axes de la promotion de l'artisanat ici en Côte d'Ivoire, en Afrique et pourquoi pas en Europe. Merci. Merci. Bon, l'artisanat, quand on parle de l'artisanat, certains résument l'artisanat à des métiers d'art et tout ça, c'est pas du tout ça. Bon, c'est 8 corps de métier, plus de 240 métiers, un plombier, un chauffeur de taxi, un maçon, une entreprise de certaine taille, tout ça. Cette année, on va passer le code de l'artisanat. Le code de l'artisanat est un instrument de formalisation et de modernisation du secteur de l'artisanat. Où il y a la définition de tous les aspects avec l'artisan, le maître artisan, l'apprenti artisan, les droits que les artisans ont, les formations qu'ils peuvent avoir, et même en matière de protection avec les assurances. Tout ça concourt à mieux asseoir et protéger l'artisan à terme. Mais pour y arriver, il faut que l'artisan soit mieux formé. Donc ça, c'est un travail de longue haleine et qui doit commencer à tous les niveaux, au niveau de la Chambre nationale des métiers et les structures d'encadrement, comme la direction de l'artisanat et le niveau du ministère. Nous avons mis en place le marché ivoirien de l'artisanat, le MIBA, qui sera institutionnalisé tous les 2 ans, comme d'autres pays africains ont leur exposition. Et d'autres mesures qui sont en cours avec la construction du centre de Bassam et d'autres centres au niveau de l'intérieur du pays qui sont également programmés. Donc voilà, il y a eu aussi l'adoption du code de l'artisanat au niveau de l'UEMOA. C'est un mouvement d'ensemble qui ne concerne pas que la Côte d'Ivoire, mais qui va permettre à l'artisan de pouvoir mieux vivre de son travail.
Bonsoir, monsieur le ministre. Je suis Kamagate Youssouf de Fragmat.info. Monsieur le ministre, l'année dernière, vous avez lancé les campagnes des soldes dans les différentes promesses à Abidjan et à l'intérieur du pays. Est-ce que cela a vraiment eu l'effet escompté auprès des consommateurs? Merci. Merci. On n'a pas lancé de campagne de soldes, on a simplement réglementé les soldes. Encore une fois, moi je suis arrivé au ministère et mon premier souci a été de dire comment le commerce se fait partout ailleurs dans le monde, et nous avons pris beaucoup de retard ces dernières années et il faut qu'on se mette aux normes internationales. Partout ailleurs, les soldes sont périodiques. Avant ça, les soldes se faisaient par autorisation du ministère du Commerce. C'est-à-dire que toutes les entreprises que vous voyez qui inscrivent des soldes sur leur commerce, c'était une signature du ministre d'abord. Alors je me dis, bon, ça c'est bien si on, quand dans nos villages, si vous avez quelques commerçants, vous pouvez donner l'autorisation. Mais une économie qui est supposée se développer le jour où vous avez 1 million, 2 millions, 10 millions d'entreprises, vous faites comment? Vous allez signer 10 millions de documents régulièrement plusieurs fois dans l'année, c'est pas possible. Donc il y a ceux qui passent à la trappe, ceux qui passent pas à la trappe, et c'est la même chose pour les promotions, ceci et cela. Et finalement, le consommateur n'avait pas de vrais soldes. Il a qui inscrit des soldes par rapport à quoi? C'est des soldes pour toute l'année. Donc réglementer les soldes, c'est dire vous devez afficher le prix initial et le prix soldé. Donc c'est pour ça que ça va dans le sens de la protection du consommateur. Dire, bon, le produit était à 10 000, maintenant je le vends à 8 000. Le produit était à 10 000, maintenant je le vends à 50 000, ainsi de suite. Donc afficher le prix de départ et le prix d'arrivée, les démarches que vous faites à chaque fois durant la période de solde. Donc on a prévu 2 périodes de solde. Dans ces périodes-là, vous n'avez pas d'autorisation. Vous respectez la loi simplement et les textes concernant le solde. En dehors de ces périodes, vous avez droit à une période pour vous-même, vous pouvez demander une autorisation exceptionnelle qui n'excède pas 2 fois. Et en dehors des périodes de solde officiel. Voilà, c'est rien de plus. Donc, vous comprenez aussi que tous ceux qui étaient sujets à discussion et à faveur, je fais en sorte qu'on puisse les éliminer. Il faut que les Ivoiriens prennent l'habitude aussi de faire leur solde en Côte d'Ivoire et pas attendre ceux qui n'ont rien. Des soldes saisonniers ailleurs dans le monde pour aller faire leur course. Mais ça viendra avec le développement du commerce. Bonsoir, monsieur le ministre. Je suis Ben Ayoub du journal de l'Expression. Je dois savoir, récemment, vous avez lancé la campagne de contrôle des instruments de mesure. Est-ce qu'on peut avoir une idée de déjà ce que vous avez pu avoir en termes de résultats? Alors, la campagne de vérification des instruments de mesure est une campagne que l'on fait chaque année. Depuis 1963, chaque année, il y a une période dans l'année que l'on fait pour vérifier les instruments de mesure. Cette campagne n'est pas une campagne répressive. Tous les commerçants le savent, ceux qui sont dans le secteur le savent. Il y a certains journaux qui ont écrit qu'on faisait des campagnes répressives, ce n'est pas le cas. C'est une campagne où on vérifie et on permet au commerce de mettre à niveau tous ces instruments de mesure. Les instruments de mesure, c'est les pompes à essence, les balances, la température, la vitesse, tout. Tout ça, c'est les mesures. Donc ça se fait sur l'ensemble du territoire national. Après celle-là, qui est à la fois sensibilisation et mise à niveau, toute l'année, tout le reste de l'année, on peut faire des contrôles et vérifier
si vous êtes aux normes, si vous n'êtes pas, là vous êtes sanctionné. Donc voilà, c'est rien de nouveau. Ça se fait véritablement chaque année et ça permet de protéger le consommateur. Ça nous permet, encore une fois, chaque fois, de se rendre compte que beaucoup de commerçants ne respectent pas les poids et mesures. Donc c'est quand même élément souligné. Et aussi, beaucoup trop de commerçants ne pratiquent pas la vente mesurée, c'est-à-dire au poids ou au litre, mais on va vendre le tas de manioc, le tas de Congo, tout ça, alors qu'on devrait traduire sans peser. Le commerçant gagnerait mieux et le consommateur aussi pourrait acheter parfois plus et moins cher. Parce qu'à vue d'œil comme ça, un produit peut vous sembler plus gros que l'autre et puis sur la balance il sera moins lourd que le produit d'à côté. Il y a des comportements plus bêtes. Dans le monde entier, le miel se vend en kilo. Ici, on le vend au litre, en bouteille. C'est pas la même chose. On gagnerait plus à le vendre en kilo. Un exemple, le poisson, les fruits et légumes, pareil. Merci. Même là encore, monsieur le ministre, dans le cadre de l'inspection qui est faite sur le terrain, quels sont les instruments d'évaluation que vous avez pour attester du caractère critique du travail de vos on a vraiment des instruments qui vérifient que votre instrument de mesure est bon ou pas. Donc on fait un premier contrôle, deuxième contrôle, troisième contrôle, et on finit par voir si nos poids sont vérifiés. Mais 1 kilo chez vous est 1 kilo. 1 kilo chez les vendeurs n'est pas forcément le même kilo. Donc c'est ça. Il n'y a plus de questions? C'est parfait. Et il me reste qu'à vous remercier. Nous avons un site internet qui est assez fourni, que nous alimentons régulièrement. Et si jamais vous avez des questions, il faut savoir que les différentes directions du ministère sont à votre service. Encore une fois, on s'inscrit dans l'Open Government, gouvernement ouvert, et vos lignes vertes et vos impressions attendues, vos recommandations pour l'amélioration du commerce et une meilleure protection du consommateur. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que vous et moi, nous avons un point en commun, nous sommes tous des consommateurs. Nous avons tous intérêt à avoir un meilleur commerce et de meilleurs prix et des produits de meilleure qualité. Les textes qui vont suivre dans les mois à venir vont également s'inscrire dans qualité, protection, compétitivité, concurrence, de sorte que vous ayez un éventail de choix dans le commerce et que le consommateur y trouve son compte. Voilà, et je vous remercie de votre attention. Merci.